En Côte d'Ivoire, des violences sont opposées ce week-end des musulmans au centre du pays. C'est un désaccord autour de la construction d'une nouvelle mosquée qui en est à l'origine. On dénombre un mort dans ces affrontements. Les attaques se multiplient au Burkina Faso. Des hommes armés ont ouvert le feu dans un marché de bétail dans la ville de Pama, à l'est du pays. Plusieurs personnes ont perdu la vie. Et puis, au Maroc, les chauffeurs de taxi de la ville de Rabat soumis au test de dépistage contre le coronavirus. L'initiative émane des autorités qui entendent ainsi lutter contre la propagation du coronavirus. Et voilà, plus sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. En Côte d'Ivoire, un désaccord autour de la construction ou non d'une nouvelle mosquée a dégénéré ce samedi en violence entre musulmans. On dénombre un mort dans ces affrontements. La scène s'est produite à Yorobodi, village au centre-est du pays. Non loin de la frontière avec le Ghana, un couvre-feu a été instauré selon des sources concordantes. Tout est parti de l'offre d'un homme riche d'apporter une aide pour la construction d'une nouvelle mosquée à Yorobodi. Un camp est favorable à la réhabilitation et l'agrandissement de l'ancienne mosquée. L'autre opposé, composé pour la plupart de jeunes, veulent donc une nouvelle mosquée, accusant donc le prédicateur local d'y avoir caché des fétiches à l'intérieur de l'ancienne mosquée. Une chose qui n'est donc pas pourtant vérifiée, a donc déclaré le chargé de communication du grand imam de la zone. Et suite donc à l'opposition de la destruction de l'ancienne mosquée, un groupe de jeunes venus d'Abidjan, aidés par une partie de la population, a démoli en partie la mosquée samedi, selon des témoins. Ils se sont donc ensuite rendus au domicile du prédicateur où des affrontements ont eu lieu avec d'autres habitants. C'est là qu'un jeune a été tué, rapportent également d'autres sources. Et on reste toujours en Côte d'Ivoire où les partisans de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé ont tenu une conférence de presse après la levée des restrictions de voyage imposées donc à l'ancien président ivoirien. Laurent Gbagbo peut quitter la Belgique sous certaines conditions, a déclaré la Cour pénale internationale. Voici donc ces détails dans ce téléphone. Dans l'attente de son procès en appel, la Cour pénale internationale a annoncé jeudi dernier, autorisé sous condition, Laurent Gbagbo a quitté le pays où il est assigné à résidence depuis son acquittement en 2019 d'accusations de crimes contre l'humanité. Suite à cette décision, le Front populaire ivoirien, fondé par l'ex-président Laurent Gbagbo, a évoqué son retour en Côte d'Ivoire, appelant le président Alassane Ouattara au dialogue. De son côté, le COJEP, Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, le parti de l'ex-dirigeant politique Charles Blé Goudé, qui a bénéficié des mêmes mesures de la CPI, a également appelé au dialogue, estimant qu'il ne s'agissait pas d'une victoire d'un camp sur un autre. Nous avons le triomphe assez modeste et nous savons qu'il y a beaucoup de chantiers. L'essentiel, nous sommes convaincus que Charles Blé Goudé, le président de Laurent Gbagbo, seront très très bientôt en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est l'essentiel. Ça peut être demain, ça peut être après-demain. Le jour, c'est pas ça qui est important. Parce que vous savez, même cette levée des mesures restrictives, nous l'avons souhaité depuis longtemps. Mais nous étions convaincus que ces mesures allaient être levées. Nous avons lancé un appel au président de la République, M. Alassane Ouattara, à son parti politique, RHDP unifié, et au gouvernement de saisir cette opportunité pour engager définitivement la Côte d'Ivoire sur la voie de la vraie réconciliation, de la paix durable. Début novembre 2019, la justice ivoirienne a condamné en appel Laurent Gbagbo par contumace à 20 ans de prison pour le braquage de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest pendant la crise post-électorale. Charles Blé Goudé aussi a été condamné en décembre 2019 à 20 ans de prison pour des crimes commis pendant la crise. Au Niger, le Parlement a adopté une loi autorisant les interceptions des communications téléphoniques. Cette mesure vise à lutter, selon les autorités, contre le terrorisme et la criminalité transnationale. Une nouvelle loi sur les écoutes pour lutter contre le djihadisme a été adoptée à l'Assemblée nationale nigérienne ce vendredi. La nouvelle loi s'inscrit dans la recherche des renseignements concernant l'atteinte à la sécurité de l'État ou dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Les preuves recueillies peuvent être utilisées dans le cadre des enquêtes et poursuites pénales diligentées par les autorités judiciaires
selon les termes du document. Les interceptions des communications seront effectuées par des services techniques compétents sur toute personne contre laquelle il existe des sérieuses raisons, souligne le test. Mais les députés de l'opposition, très minoritaires, ont dénoncé le test et quitté l'hémicycle avant les débats. Selon la constitution nigérienne, le respect de la correspondance et des communications est inviolable et il ne peut y être dérogé que dans les conditions et les formats définis par la loi. Selon Bakay Issouf, le ministre chargé des relations avec les institutions, cette loi n'est pas liberticide. Elle est indispensable et elle procède de la volonté du gouvernement de sécuriser les populations. Vous craignez d'être écouté? Eh bien, vous l'étiez depuis et vous l'êtes encore, c'est maintenant que ça va être organisé, a lancé Maro Amadou, le ministre de la Justice. Pour rappel, le Niger fait face aux attaques récurrentes des groupes djihadistes sahéliens dans l'ouest, à ses frontières avec le Mali et le Burkina Faso et dans le sud-est aux raids meurtriers des islamistes de Boko Haram ou du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest. Au Burkina Faso, des hommes armés ont ouvert le feu sur des commerçants et des clients du marché de bétail de Kompiembiga, à 15 km de la ville de Pama, sur l'axe Fanda-Parma, dans l'est du pays. Quelques heures plus tôt, un autre marché, puis un convoi de la gendarmerie ont fait l'objet d'attaques meurtrières, portant donc le nombre de victimes en général à une 50aine de morts. Un week-end particulièrement meurtrier pour le pays des hommes intègres. Selon des sources officielles, au moins une 50aine de personnes ont été tuées dans des attaques attribuées aux bandes armées. Le porte-parole du gouvernement a annoncé que le macabre décompte est la conséquence directe de 3 attaques survenues en 48 heures dans le nord et à l'est du pays. Selon Rémi Fulgence Dandinou, 2 attaques attribuées à des hommes armés ont ciblé des marchés et une autre, un convoi humanitaire. Pour la seule journée du 30 mai, les insurgés ont tué au moins 35 personnes au centre-nord et à l'est du pays. Le marché de bétail à Kompiembiga, à l'est du pays, aurait été la cible de la première attaque. Des hommes armés arrivés sur des motos ont ouvert le feu en plein marché de bétail. Le bilan provisoire, selon les officiels, serait de 25 morts et plusieurs blessés, mais des sources locales parlent d'un bilan encore plus lourd. La deuxième attaque a été perpétrée contre un convoi humanitaire escorté par des gendarmes sur l'as Fourbé-Bassalougou. Le convoi était de retour d'une mission de ravitaillement des populations démunies en vivres. 7 gendarmes et 5 civils ont été tués et une vingtaine de blessés évacués dans des centres de santé, précise le porte-parole du gouvernement. Le 29 mai, 15 commerçants ont été tués sur l'as Titao-Solé. Lors de cette attaque, leur convoi de retour du marché de Titao a été la cible d'une attaque d'hommes armés non identifiés. Les autorités burkinabées ont affirmé dimanche avoir déployé des renforts pour ratissage après ces attaques qui continuent d'endeuiller les familles burkinabées et tout un peuple. Au Maroc, les autorités ont organisé des séances de dépistage des chauffeurs de taxi de Rabat. L'objectif est de lutter contre la propagation du coronavirus. La délégation médicale de Rabat organise des séances de dépistage pour les chauffeurs de taxi de Rabat. Et c'est organisé en 5 points au niveau de Rabat. Il y a la commune de Youssoufia, la commune de Hassan, la commune de Mansour, la commune de Manal et la commune de l'Océan. On fait le prélèvement oropharyngé. C'est pas le nasal, on fait l'oropharyngé. Et par la suite, au bout de 4 heures, on peut avoir le résultat. Mais comme on prévoit un test qui est énorme, c'est-à-dire un effectif qui est très important, ça peut retarder jusqu'à 24 heures pour avoir le résultat. Ce sont des mesures préventives menées par le gouvernement afin que les chauffeurs de taxi qui iront prochainement travailler puissent être en bonne santé. Les chauffeurs de taxi font également partie de notre cher pays, le Maroc. L'épouse de l'ex-premier ministre du royaume de Lesotho, Thomas Thabane, inculpée du meurtre de la première femme de son mari, devait donc retourner en prison. Après l'annulation par la justice de son contrôle judiciaire, énième rebondissement de cette affaire, la cour d'appel du Lesotho a annulé, c'était en début de week-end, les mesures de contrôle judiciaire controversées dont bénéficiait Madame Thabane.
Maïsaya Tabane, 43 ans, a été inculpé en février dernier pour sa participation à l'assassinat en 1997 de Lipolelo Tabane, la première femme de l'ancien chef du gouvernement. Cette affaire a plongé le Lesotho dans une grave crise politique et précipité la démission la semaine dernière de Thomas Tabane, 80 ans, lâché par la coalition qui soutenait son gouvernement depuis 3 ans. Énième rebondissement de cette affaire, la Cour d'appel du Lesotho a annulé ce vendredi les mesures de contrôle judiciaire controversées dont bénéficiait Maïsaya Tabane. La décision de la Haute Cour de remettre en liberté la deuxième défenderesse Maïsaya Tabane est annulée et sa demande renvoyée à un autre juge, a déclaré le président de la Cour d'appel, Kananelo Mozito, à l'audience. Il a justifié son jugement en soulignant que Maïsaya Tabane avait été remise en liberté à une vitesse très inhabituelle et sans audition d'aucun témoin. Le commandant en chef adjoint de la police, Paseka Mokete, s'est déclaré dans la foulée prêt à procéder à l'arrestation de Maïsaya Tabane, sitôt en possession de ce jugement. Lors d'un entretien accordé à l'AFP plus tôt ce mois-ci, Thomas Tabane avait proclamé l'innocence de sa femme. Toute cette boue remuée pour essayer de l'impliquer, franchement, ça ne marche pas, avait-il déclaré. Lui-même mis en cause dans le dossier, laisse Premier ministre ni toute responsabilité. Je n'ai tué personne, certainement pas ma femme, s'était-il indigné auprès de l'AFP. Thomas Tabane reste sous la menace d'une inculpation. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.